Présentation suivante. Alors, Monsieur Joseph Ajar, qui est l'ancien président de la Société française d'hygiène hospitalière et qui va nous parler des recommandations d'une société à l'autre. Comment faire? Donc, Monsieur Ajar, vous êtes en ligne. Je suis en ligne. Bonjour à tous. Votre présentation, elle est sur l'écran. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier l'Académie et Hubert Joannet qui m'ont convié à ce webinaire. Et pour le sujet demandé, eh bien évidemment, 2 guides de base de la Haute Autorité de Santé et puis 2 articles, l'un sur l'élaboration des recommandations et un autre sur les forces et limites de la médecine par la preuve. Alors moi, je vous propose de discuter des recommandations à géométrie variable des sociétés savantes à la lumière de leur méthode d'élaboration, en envisageant les répercussions sur la qualité et la sécurité des prises en charge et en tentant, autant que faire se peut, de proposer des pistes de réflexion. Alors évidemment, je ne rappellerai ici que 3 termes de cette définition de la HAS sur les recommandations de bonne pratique: méthodologie, synthèse rigoureuse et evidence-based medicine ou EBM. Alors, sur la base de l'EBM, une recommandation doit être soutenue par des résultats et des données dont la force est représentée par un niveau de preuve et discutée au sein d'un groupe de travail. Mais l'EBM comporte en elle-même des limites, soit en l'absence ou en l'oubli, y compris d'ailleurs volontaire, de données de la littérature, soit parce que l'on ne prend en compte que des études positives. D'autre part, on a parlé tout à l'heure d'essais randomisés contrôlés, qui est le gold standard, mais les autres types d'études, comportant des protocoles peu ou pas comparables, proposent des conclusions fragiles, possiblement contradictoires. Voici par exemple dans le référentiel 2016 de l'OMS la recommandation pour l'antisepsie du champ opératoire qui préconise prioritairement la chlorhexidine en oubliant de rajouter dans la méta-analyse l'étude de Tungai qui, si elle avait été prise en compte, abolissait cette preuve. Quand on sait que cette recommandation va être reprise in extenso dans d'autres recommandations. Je ne sais pas s'il faut rappeler ici que des connaissances sont quand même indispensables en biostatistique pour l'analyse critique des données ainsi que pour l'analyse des biais et que la validité externe d'une étude est à conformer avant toute extrapolation. Eh bien, les niveaux de preuve et la gradation sont aussi sujets à grande confusion dans leur application et leur interprétation. Or, l'évidence scientifique sera finalement, en définitive, appréciée lors de la synthèse des résultats de l'ensemble des études et de leur cohérence, appréciation qui va permettre de formuler des conclusions ou de les pondérer. Alors, on retrouve ces premiers éléments dans un article publié qui reprenait la comparaison de 4 recommandations de bonne pratique sur la prise en charge de l'hypertension artérielle dans la période 2003 et 2006. Et vous voyez, là, il y a du français, de l'anglais, de l'européen et de l'américain. Eh bien, seulement 1,2% des références bibliographiques sont communes aux 4 travaux, et l'article objective d'ailleurs des manières différentes de réaliser l'analyse critique de la littérature, d'où les orientations différentes qui vont être prises en termes de recommandations. Alors je passe évidemment sur cette diapositive et ce tableau qui est largement diffusé et connu pour m'attarder sur la possibilité d'émettre, en l'absence de données probantes, une recommandation sur la terminologie accord d'experts, sous réserve évidemment d'un respect des critères tels que donnés par la Haute Autorité de Santé, mais malheureusement, ces critères ne sont pas toujours respectés. Toujours sur le plan méthodologique,
Je rappelle que si l'on ne dispose que d'un seul essai contrôlé randomisé, même bien réalisé, il ne faudrait le classer en niveau 1 qu'après un deuxième essai venant confirmer ces résultats. Dans cet exemple, d'ailleurs, sur l'antisepsie pour les cathéters veineux centraux en réanimation, il est recommandé un antiseptique par rapport à un autre, sur la base d'un essai randomisé, un seul, mais les experts n'ont pas hésité à extrapoler à tous les autres types de cathéters, et ce, quel que soit le service concerné. Par contre, et je m'en excuse, je n'ai pas vraiment de réponse aux deux questions. D'une part, sur la différence entre un accord d'experts et une présomption scientifique, pas plus que je n'ai de réponse sur la priorité de mise en œuvre une fois les grades attribués. La composition du groupe de travail pour la production d'un référentiel est également un élément capital pour produire des recommandations de qualité, dont les critères sont, sur cette diapositive, sont des critères définis a priori, mais qu'il n'est pas toujours possible de réunir. Dernier élément, il concerne la gestion des liens d'intérêt. On en a parlé en tout début de ce webinaire. Lien d'intérêt dont la transparence n'est pas là non plus exempte de faiblesse, comme le montrent ces exemples ayant conduit l'AHAS à suspendre des référentiels en attendant leur résolution. Alors, ce que je viens de développer explique évidemment que les recommandations pour la prévention des infections post-opératoires, qu'elles soient françaises ou non, sont effectivement à géométrie variable. Elles le sont du fait de méthodologies différentes, de variabilité dans la cotation, de l'absence de recommandations ou d'une majorité de recommandations sous la forme accord d'experts. Alors voici l'exemple de la douche opératoire avec des propositions différentes pour le produit à utiliser selon le critère de jugement retenu. Même lorsqu'on a recours aux méta-analyses, celles-ci incluent des études de qualité discutables ou des études de qualité moins discutables, mais qui portent toutes sur le même produit. La problématique qui est posée dans cet exemple est qu'avec une recommandation du type « vous pouvez faire avec un savon antiseptique ou un savon simple », voire d'ailleurs pas de proposition, la décision est laissée au choix du professionnel et qu'il n'est pas toujours tenu compte d'un certain nombre de situations à risque ou de patients à risque, et qu'il peut en résulter donc une inégalité de traitement dans la prise en charge. Et je me suis aussi posé la question, étant moi-même expert depuis plus de 25 ans, en cas de plainte pour infection, sur quelles mesures se basera l'expert judiciaire ou de CCI? Prendra-t-il d'autres études ou d'autres résultats? Estimera-t-il qu'il y a eu une perte de chance? Alors, toujours dans cet exemple de la douche préopératoire, cette diapositive, elle présente les données du réseau ISORESA, le réseau national, sur la douche 3 ans après la publication de recommandations. Et l'on fait un premier constat, c'est que la douche antiseptique est majoritairement réalisée, mais ce constat pose une interrogation. Quel risque infectieux pour le patient qui aura eu une douche avec un savon simple alors que l'eau ratio est statistiquement significatif en faveur du savon antiseptique? Alors, je ne détaillerai pas à cause du temps qui m'est imparti ces deux autres exemples, pourtant sur deux autres mesures phares des recommandations pour la prévention post-opératoire. Alors, que peut-on proposer? Eh bien, je vais vous faire des réponses qui vont vous paraître probablement simplistes. Tout d'abord, certainement de choisir la bonne méthode d'élaboration et d'en respecter l'ensemble des principes et des étapes. Puis de travailler en partenariat entre sociétés savantes en réunissant les compétences nécessaires pour élaborer des référentiels communs dès lors que leurs cibles sont identiques. De s'assurer évidemment de la qualité des référentiels en termes de
compréhension, de simplicité, de formulation et bien entendu en termes de transparence, de rigueur et d'indépendance des décisions prises. Alors, dans une enquête qui vient d'être publiée, j'ai extrait des arguments en faveur de l'harmonisation des recommandations de bonnes pratiques. Eh bien, vous voyez, dans cette diapositive, on retrouve le scepticisme des professionnels vis-à-vis du rationnel de certaines propositions. On retrouve également eh bien, le souhait d'un protocole unique, harmonisé pour l'ensemble des établissements médico-chirurgicaux. Se pose le problème d'interprétation de recommandations formulées de manière ambiguë, et puis la crainte pour les professionnels d'une augmentation du risque infectieux dès lors que l'on lève un certain nombre de barrières. Alors au début de cette présentation, de cette discussion, je vous ai cité l'article de Michel Laurence sur l'evidence-based medicine, et c'est évidemment, je reproduis ici sa conclusion, uniquement à titre d'interpellation pour le futur. Effectivement, ces recommandations de bonne pratique qui traitent plus sur un niveau populationnel qu'individuel, elles vont poser la question dans cette médecine qui devient de plus en plus personnalisée, avec des progrès techniques et technologiques importants. Elle pose le problème, en tout cas l'interrogation sur leur avenir, et on peut se demander si de telles élaborations vont perdurer. Je vous remercie pour votre attention et je demande votre indulgence, ayant eu très peu de temps pour élaborer cette présentation. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Hubert? Bon, c'est plus une réflexion. Merci Joseph pour cette interprétation. Mais je pense que tu n'es pas représentatif de l'ensemble des praticiens. Parce que pour analyser l'ensemble de ces recommandations, les comparer, etc., il faut être initié. Il faut être initié. Tu nous as expliqué qu'il fallait 2 études prospectives contrôlées pour valider un niveau de preuve. Mais ça, figure-toi que moi, je l'ai compris, ça. Mais par contre, en travaillant sur ce sujet, j'ai appris qu'il y avait des études prospectives randomisées qui étaient déclassifiées. Et que d'autre part, il y en a même qui sont doublement déclassifiées. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les recommandations, elles ne sont pas toujours bien accessibles aux praticiens de base. Oui, Hubert, je partage ton point de vue. Les recommandations arrivent-elles vraiment aux professionnels à qui elles sont destinées? On sait, un certain nombre d'études montrent que probablement, elles sont peut-être sûres ou sous-estimées, ces études, mais à peu près 30% des professionnels prennent connaissance véritablement des recommandations qui leur sont proposées. Ensuite, quand un document comporte un certain nombre de pages complexes à lire en termes d'argumentaire, vont-ils avoir le temps matériel de regarder cet argumentaire? Pardon. Et troisième et dernier élément, eh bien, quand les experts eux-mêmes n'ont pas eu la possibilité de formuler des recommandations claires, notamment, comme ça a été soulevé tout à l'heure, des interdictions de faire, eh bien là, on laisse les professionnels relativement démunis. Je voudrais vous poser une question sur votre dernière phrase. Je voudrais savoir si j'ai bien compris. Vous voulez dire que si les recommandations sont bien faites, elles le seront une fois pour toutes? Ah, pas du tout. Aucune recommandation ne peut être faite une fois pour toutes. Les recommandations,
la Haute Autorité de Santé estimait que, eh bien, il fallait revoir les recommandations à une périodicité régulière qui se situait autour de 5 ans pour certaines d'entre elles. Donc, on ne peut pas dire qu'une recommandation est faite définitivement. Bien sûr. Bon, la dernière diapositive, elle reprenait la conclusion de Michel Laurence, qui avait rédigé cet article sur les forces et les limites de la médecine par la preuve, et qui se posait la question de savoir si l'avenir était encore aux recommandations de bonne pratique. Oui, parce qu'il y a un renouvellement perpétuel et de la connaissance et des générations. Philippe Baye. Je vais vous poser une question basique. Est-ce que les recommandations ne devraient pas être adaptées à l'environnement dans lequel s'exerce la chirurgie, les interventions? Je vais vous donner un exemple. Dans une expertise, j'ai été obligé de conclure qu'il n'était pas fautif d'avoir fait des soins pour une suppuration pariétale importante avec des gants non stériles, au motif que l'OMS avait dicté une recommandation qui stipulait qu'il fallait mettre des gants pour faire des soins, mais sans préciser que ces gants devaient être stériles. Il est clair que si on se place dans le champ d'application de la compétence de l'OMS, les environnements sont totalement différents et que, effectivement, la moindre des choses est de mettre des gants non stériles quand on fait des soins. Mais si on se place dans un CHU d'un pays très évolué, est-ce qu'il est fautif de ne pas mettre de gants stériles pour faire des soins? Parce que dans le cas particulier, l'infection avait duré 3 mois. Et sous la pression des avocats et avec cette recommandation de l'OMS, je n'ai pas pu estimer qu'il y avait un manque. Le problème que vous soulevez se retrouve, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des recommandations pour la prévention des infections post-opératoires de l'OMS. Et dans ce document, l'OMS précise bien, par type de mesures proposées, si on s'adresse ou non à des pays qui sont dans des situations, disons, en termes de prise en charge, moindres que dans des pays comme les pays européens ou du Nord américain. Alors, l'expertise, moi je ne sais pas si vous avez fait cette expertise en France ou à l'étranger, mais il est clair que si vous faites une expertise en France, il faut quand même se conformer aux recommandations qui sont celles que nous retenons dans notre pays. Moi, je ne sais pas comment est votre CCI ou l'environnement dans lequel vous faites les expertises, mais en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on demande aux experts de donner pas mal de références pour appuyer leurs observations et leurs constats dans le rapport. Ce qui ne simplifie pas toujours les choses quand, par exemple, vous ne disposez pas de données. Je pense à une expertise prochaine sur, par exemple, la prise en charge d'un méningiome du foramen ovale. Eh bien là, il y a très très peu de publications sur les complications de cette chirurgie, par exemple. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Fajardo.